Ok, bonsoir à tous. Excusez-nous pour ce petit retard. Et donc voilà, je suis Matteo Ciccotti, professeur à l'SPCI, et je vous donne la bienvenue à cette conférence expérimentale qui va porter sur un thème un peu différent, c'est-à-dire sur l'art. Donc est-ce qu'on peut faire de l'art avec la physique? Et pour ça, on a le plaisir d'accueillir Baudouin Saint-Yves, qui nous vient de l'Université de Chicago, et Séverine Atis, qui vient du CNRS à Poitiers, laboratoire P', si je ne me trompe pas, et qui se retrouve pour ce type de performance et qu'on va découvrir avec vous. Voilà, merci et à vous la parole. Alors bonjour à tous, donc Séverine et moi on est des physiciens expérimentateurs, on s'intéresse à des matériaux, particuliers des liquides et des solides qui ont des propriétés un petit peu bizarres et comment des formes peuvent émerger dans ces matériaux. Mais aujourd'hui on ne va pas vous parler que de physique, on va vous parler on va vous montrer un autre visage de notre domaine de recherche, et en particulier comment est-ce qu'on peut utiliser nos connaissances en physique expérimentale dans ce domaine pour pouvoir développer une performance. Alors, donc, Baudouin et moi, on est des expérimentateurs. Donc, on travaille typiquement dans un laboratoire de recherche. Et donc, pour les gens qui ne sont pas très familiers avec les laboratoires, on pourrait s'attendre à un espace un peu comme ça, très ordonné, immaculé, où tout est bien organisé. Bon, je vois déjà des sourires. En fait, le genre de laboratoire dans lequel on travaille, ça ressemble plutôt à ça. Et donc, vous pouvez y constater un certain degré de désordre. Une accumulation d'expériences, donc c'est finalement, bon, c'est assez, voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis on pourrait se poser la question, bon, est-ce que ça ressemble pas un peu à ça, en fait, à aussi voilà, un atelier d'artiste, où il va également y avoir une accumulation de tests, d'essais, d'expériences passées, en fait, et présentes. Et finalement, quand on regarde ces deux espaces, il y a une accumulation de matériel et d'expériences qui crée cet espace en fait qui est propice à l'exploration conceptuelle, à la création. Alors donc, nous, ce qu'on fait dans nos ce qu'on fait donc dans notre recherche, c'est qu'on essaie de comprendre l'origine, de comprendre comment des formes peuvent émerger dans des matériaux avec des propriétés un peu étranges, et en particulier, on manipule de la matière, un peu comme les artistes manipulent la matière pour créer des objets d'art, et finalement, nous, ce qu'on s'est dit, c'était qu'on allait utiliser ces connaissances pour pouvoir développer finalement une intention artistique. Alors donc là, maintenant, ce qu'on va vous montrer, on va vous faire une démonstration d'une performance qui normalement dure environ 30 minutes, on va vous faire une version courte. On voulait vous dire quelques petits mots sur les expériences qu'on fait en laboratoire pour vous donner un petit peu une idée de leur aspect très visuel. Alors voilà, typiquement, donc ça c'est dans le laboratoire de Séverine. Alors on a une expérience où elle fait tourner des particules magnétiques dans un champ magnétique, avec en particulier des traceurs. Voilà, ça donne ce genre d'aspect, ce genre de visuel assez sympathique. Ici vous avez une expérience de séchage de suspension colloïdale, alors ça pourrait être de la boue. Ici, c'est une expérience de séchage de gel. Voilà, donc ça, c'est le genre d'expérience qu'on fait en laboratoire. Quand je vous parle d'essayer de comprendre l'émergence de formes dans des matériaux avec des propriétés un petit peu bizarres. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces expériences. C'est juste pour vous donner un peu, vous montrer l'aspect visuel. Ici, vous avez des expériences qu'on a fait avec Séverine. On regardait des bulles de savon. Ici, c'est une expérience où de l'air pousse un liquide visqueux entre deux plaques de verre. Ici, c'est encore une expérience de séchage avec un gel, avec une géométrie un petit peu particulière. Voilà, donc l'idée et la question, en fait, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces connaissances pour monter ces expériences, pour pouvoir finalement créer de l'intention artistique. Alors donc là, on va vous faire une démonstration, une version courte finalement de notre performance, qui normalement dure 30 minutes. Normalement, on joue aussi avec des musiciens. Là, on va jouer une bande-son, 10-15 minutes, la version courte. La seule chose que vous avez besoin de savoir pour l'instant, après on vous expliquera un peu plus le détail, c'est que ici, ce que vous allez voir, c'est des gouttes vibrées sur une surface.
Alors, on va prendre juste peut-être une minute pour démarrer. Il faudrait qu'on puisse éteindre les lumières de la salle, donc obscurité complète, si c'est possible. Voilà. Mettez-vous à l'aise.
voir une partie donc, de cette performance que généralement voilà, on a plus d'expérience à montrer. C'était juste une des manips qu'on aime montrer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu donc parler de la science qu'il y a derrière. Donc, quelle est la physique en fait qui gouverne ce que vous venez de voir, et surtout comment est-ce qu'on la met en scène. C'est surtout de ça qu'on est venu vous parler. Et donc, tout d'abord, pour discuter un peu de la science, donc comment est-ce qu'on crée ces formes? Eh bien, on a besoin d'utiliser un matériel. Dans ce cas-là, on utilise de l'eau, des petites gouttes d'eau. Ensuite, ces gouttes d'eau, il faut les animer. Donc, pour les animer, il faut introduire une déformation. Cette déformation-là, elle est créée par un haut-parleur qui va donc faire vibrer la goutte. Et ensuite, il faut un peu de physique en plus pour que ces déformations se transforment en des formes qui soient jolies. Et donc pour ça, on va en fait utiliser la physique des ondes et notamment les modes de résonance. Alors je vais faire un petit aperçu un peu de chacune de ces étapes. Alors pour la première étape, pour former une belle goutte, il faut donc un liquide. Et une particularité des liquides, eh bien, c'est que il y a ce qu'on appelle des forces d'adhésion entre les molécules qui forment ces liquides, et ça conduit à l'apparition de ce qu'on appelle une force de tension de surface. Alors la tension de surface, son résultat, c'est quoi? C'est qu'elle tend à minimiser l'interface qu'il va y avoir entre le liquide et une autre phase. Donc dans ce cas-ci, ça va être de l'air. Donc si on dépose une goutte sur une surface quelconque, en général, on va voir quelque chose qui ressemble un peu à ça. Ça va s'étaler puisqu'il y a en fait des interactions chimiques avec la surface, et donc la goutte va avoir tendance à pas rester ronde. Pour pouvoir avoir une jolie goutte, en fait, il faut utiliser ce qu'on appelle une surface hydrophobe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une surface hydrophobe? Eh bien, on a la chance d'avoir ça dans la nature, puisque certaines plantes, en fait, au cours du temps, ont évolué pour développer ce genre de propriétés. Donc, dans le cas du lotus, par exemple, s'il y a des gouttes de pluie qui tombent ou de rosée, eh bien, ces gouttes vont rester très très rondes, ce qui va leur permettre de rouler et de quitter la feuille au passage en la nettoyant, par exemple. Le secret du lotus, eh bien, c'est cette espèce de structure microscopique qui est là naturellement produite, qui la rend en fait non pas hydrophobique mais super hydrophobique. Donc sur ces surfaces-là, les gouttes vont être presque en lévitation, en quelque sorte, sur ces petits pylônes. Et donc on va utiliser ici un produit chimique très similaire pour traiter nos surfaces, qui va en fait la rendre super hydrophobique. Et donc les gouttes qu'on a utilisées restent bien rondes. Deuxième étape, déformer la goutte. Alors Baudouin va vous en parler un petit peu plus. On a donc un système de son pour créer des vibrations, ce qui va bouger la goutte de haut en bas. Et donc deux forces vont être ici en concurrence. On va avoir d'un côté la tension de surface, donc qui veut garder la goutte ronde. Et de l'autre côté, on va avoir la gravité, puisque quand on fait vibrer une plaque, ça revient un peu à osciller un peu si vous voulez, la gravité, la force de gravité, et ça va étaler la goutte de manière périodique. Donc on a cette compétition entre tension de surface et étalement dû à la vibration qui va faire que la goutte va se mettre à bouger de manière périodique. Oups, je suis allée un peu vite. Finalement, qu'est-ce qui se passe quand on déforme on va dire un liquide, une surface liquide? Troisième étape, c'est l'étape de ce que j'appelle sculpture. Il va y avoir des ondes qui vont se propager en fait à l'interface entre le liquide et l'air. Et ces ondes, alors vous y êtes sûrement très familier, mais dans ce cas-là, à ces échelles-là, ça ne va pas être les ondes, on va dire, classiques qu'on voit à la surface de l'eau, dans le cas des ondes de gravité, mais plutôt ce qu'on appelle des ondes capillaires. Donc la différence avec ces ondes, c'est qu'elles vont être, au lieu d'être pilotées en fait par des forces de gravité, elles sont sensibles aux forces de tension de surface. Donc c'est ça qui va en fait agir comme une force de rappel ici. Et ces ondes capillaires, vous pouvez les voir dans la nature. C'est s'il y a, on va dire, une petite brise sur une surface liquide, vous pouvez voir la formation de ces ridules. Et une autre expérience que vous pouvez faire, vous avez sûrement déjà fait, si vous jetez un caillou dans un étang, en fait, on a ces deux types d'ondes qui apparaissent. On va avoir d'un côté des ondes de gravité ici,
qui sont des gros, on va dire les grosses ondes ici, et les petites rides qui sont à l'avant, ici, ça va être des ondes capillaires, puisqu'en fait, ces deux types d'ondes ne se propagent pas vraiment de la même manière et à la même vitesse, donc elles se séparent. Voilà, et alors nous, ce qui nous intéresse, c'est ces ondes capillaires, et qu'est-ce qu'on va faire avec ces ondes capillaires? Eh bien, une fois qu'elles sont créées sur un objet, on va dire, de taille finie, elles vont se balader sur la surface, elles vont se rencontrer les unes les autres et créer ce qu'on appelle des interférences. Et alors, on va donc avoir des interférences sur cette goutte. Alors, un exemple pour vous expliquer ce que c'est qu'une interférence, et donc une résonance, dans ce cas-ci. Si vous prenez une corde de guitare, instrument de musique classique, vous imaginez donc une corde attachée au debout. Si vous la perturbez, il va y avoir une onde qui va se propager sur cette corde. Comme elle est attachée au debout, en fait, cette onde va être réfléchie. Quand elle arrive au bout, elle va repartir et elle va faire ce qu'on appelle une interférence. Elle va interagir avec elle-même. Si on attend suffisamment longtemps, eh bien, cette onde va former une onde stationnaire. Le résultat de ces interférences de réflexion multiple va donner en fait une onde qui va avoir en fait une forme particulière qui dépend de la longueur en fait de cette corde. Et ici, je vous montre plusieurs de ces modes en fait qui vont par exemple pouvoir être, qui vont exister par exemple en fonction de la fréquence à laquelle on va vibrer la corde, la longueur d'onde va changer et on va avoir des interférences de nature différente et donc on peut avoir du coup ces différents modes. Alors, une goutte, c'est pas à une dimension, c'est on va dire à la surface plutôt 2 dimensions et c'est courbé. En 2 dimensions, c'est également possible d'avoir ce type de résonance, sauf que maintenant en fait ça va être une surface qui vibre et donc on va avoir des modes en 2 dimensions. Un exemple qui est plutôt joli, qui peut être fait facilement, c'est l'expérience de la plaque vibrée qui forme en fait ce qu'on appelle des figures de Chladni. Si vous prenez une plaque, que vous la mettez sur un vibreur et que vous le faites vibrer à de différentes fréquences, et ensuite vous saupoudrez d'un petit peu de sable ou de sel, eh bien, vous allez voir se former des patterns, des jolis motifs, alors. Alors, je vous invite à aller voir sur YouTube ou regarder Figures de Chladni, et en fait, donc cette expérience simplement vous montre où les nœuds et les ventres se trouvent. Et donc en fonction de la fréquence, vous allez avoir différents motifs qui vont se former. Et un des points les plus importants, c'est que la forme de l'objet est très importante. Donc le fait qu'on ait ici un carré, en fait, ça va changer la forme de ces interférences et donc ça va changer les motifs qu'on obtient. Alors, je vais continuer la présentation. Voilà. Et donc, ce qu'on voit, nous, dans cette expérience, finalement, c'est l'équivalent, en fait, sur une goutte, où, eh bien, lorsqu'on change la fréquence de vibration, on va avoir ces différents modes qui vont apparaître à cause des interférences, donc de ces ondes qui se créent à la surface de la goutte liquide. Et donc, une autre chose très importante ici, c'est la forme de la goutte, c'est sa taille, puisque ça va changer comment l'onde est réfléchie sur cette surface. Et finalement, il y a même eu de la recherche qui a été faite là-dessus, donc il y a un moment, mais en fait on ne comprend pas vraiment très bien, on n'a pas vraiment de modèle pour expliquer comment ces formes en fait sont générées, puisque c'est un système assez compliqué, puisque les interférences se forment sur une surface et un objet qui change de forme à cause justement de ces modes d'excitation. Et donc là je vais laisser la parole à Baudouin pour parler de comment on va mettre maintenant ces expériences en scène. Je n'ai pas utilisé le micro. Ici on nous entend. Ouais. Alors donc, comment est-ce qu'on met ces expériences en scène? Donc, d'abord, si je vous montre juste une vidéo prise avec un téléphone d'une goutte qui est vibrée sur une surface, c'est typiquement ce que vous avez. C'est pas très intéressant comme ça. Donc la question c'est qu'est-ce qu'il faut ajouter pour pouvoir avoir du contenu visuel plus intéressant. Alors, donc, nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, dans ce travail-là, c'est faire de la performance, donc dans la performance, il y a un aspect de temporalité, hein, comme dans la musique ou dans le théâtre,
Et l'idée, c'est que c'est une forme d'art qui se vit donc, dans le temps. Et on a voulu en fait faire ça pour aussi retranscrire l'aspect temporalité des expériences en physique. Et l'autre aspect, c'est qu'on a le dispositif qu'on a construit, on le voit un petit peu comme une sorte de microscope immersif. Alors c'est pas vraiment un microscope, hein, parce que les échelles sont pas si petites, c'est plutôt de l'ordre du millimètre. Mais l'idée, c'est de regarder des objets petits et de les rendre grands pour pouvoir en faire une narration. Alors donc la base du système, c'est une caméra reliée à un projecteur, hein, donc la caméra que vous voyez ici, reliée au projecteur, et ensuite, sur cette expérience en particulier, on a un haut-parleur ou un vibreur qui est contrôlé par un synthétiseur. Donc, le synthétiseur, on l'utilise vraiment comme un générateur de fonctions pour changer les fréquences, aussi les amplitudes des vibrations, et aussi pour vraiment avoir un système simple à utiliser pour changer rapidement de fréquence. Voilà. Alors ensuite, on a aussi une lumière dans le système. Alors sauf que avec une lumière simple, donc la couronne de LED que vous voyez, donc avec un contrôle simple comme ça, si on regarde la même goutte, on a quelque chose d'un peu mieux, mais c'est pas encore exactement ce que vous avez vu. Alors, comment est-ce qu'on peut créer une chorégraphie avec des mouvements fluides? Alors, donc, pour faire ça, donc la première chose, le tour de magie en quelque sorte qu'on utilise, c'est l'effet stroboscopique. On utilise une lumière stroboscopée, c'est une lumière qui clignote à une certaine fréquence. Donc ici, je vous ai présenté la fréquence de vibration du haut-parleur en rouge en fonction du temps. Enfin, pardon, je vous ai présenté l'amplitude de la vibration, l'amplitude du plateau en fonction du temps, donc on voit des oscillations. Et donc ce qui se passe pendant ces oscillations, c'est que donc la goutte se déforme. Alors quand on est en haut des oscillations, c'est un peu comme quand on arrive à la fin quand on prend l'ascenseur et qu'on arrive à la fin, on a l'impression de s'aplatir un peu. Et donc là, la goutte, c'est un peu la même chose, elle s'aplatit. Quand on est au milieu de l'accélération, on a l'impression d'être un peu plus léger, donc là la goutte est plus arrondie. D'accord ? Et donc le principe de l'effet stroboscope, c'est qu'on va venir éclairer seulement des moments précis pendant cette oscillation. Donc si on synchronise la fréquence du stroboscope avec la fréquence d'oscillation, eh ben on va seulement éclairer, par exemple là, les moments où la goutte est aplatie, et donc on va avoir l'impression de voir une goutte qui est complètement immobile. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si la fréquence, on la décale, on la change un tout petit peu, s'il y a tout petit peu plus de temps entre deux moments où la lumière s'allume, comparé à deux oscillations du plateau, et bien ce qui se passe, c'est que ici sur ce schéma, la deuxième fois qu'on va illuminer la goutte, elle ne sera pas exactement là où elle était en haut, elle sera plutôt un peu décalée, et donc elle va être un petit peu déformée. Etc. Donc on va se déformer de plus en plus, et donc avec ça on peut donner l'impression en fait d'une déformation lente, alors qu'en réalité la goutte sur le plateau vibre à une fréquence beaucoup plus grande. D'accord ? Et donc c'est comme ça qu'on peut avoir ces mouvements fluides. On les voyait peut-être pas très bien pendant la performance parce que je crois que le zoom était un peu saccadé, mais là du coup ça va peut-être mieux arriver. Alors, donc il faut que le synthétiseur ait la lumière soit synchronisée. Et il faut qu'on puisse décaler la fréquence de manière quantitative. Donc, du coup, je rajoute un petit câble ici. Il y a un petit programme donc, qui permet de mesurer la fréquence d'oscillation du... Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ouais. Qui permet de mesurer la fréquence d'oscillation qui sort du synthétiseur. Et ça va dans un contrôleur qui contrôle la fréquence du stroboscope. Alors c'est pas tout, maintenant si je filme ça, en fait je vais avoir quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas mis très longtemps parce que c'est pas très agréable à regarder. Ici c'est avec un iPhone, hein, vous voyez ces bandes noires. Alors pourquoi avoir ces bandes noires? C'est un petit peu comme avec votre téléphone quand vous regardez une télé, quand vous filmez une télé. C'est parce que la fréquence d'acquisition de la caméra et la fréquence d'acquisition et la fréquence de rafraîchissement de l'écran sont différentes. Ici ce qu'on a, c'est que la fréquence d'acquisition, ce que vous venez de voir, c'est que la fréquence d'acquisition de la caméra qui était différente de la fréquence du stroboscope, ce qui fait qu'à chaque fois que la caméra prend une image, elle a pris une quantité de lumière différente. Donc pour avoir une belle image, en fait, il faut synchroniser le signal de lumière avec la caméra. Donc là, en fait, dans le système qu'on a, ici vous avez un petit câble dans la caméra qui va dans le contrôleur de la lumière, qui permet en fait d'extraire la fréquence, en fait, qui permet de recevoir
un petit signal électrique qui va dans la caméra à chaque fois que la lumière s'allume. Et donc la lumière prend une image à chaque fois que la caméra prend une image à chaque fois que la lumière s'allume. Voilà. Alors donc ça permet du coup de figer la goutte et ensuite d'avoir une belle image, de figer la goutte et ensuite de créer des mouvements. Là en décalant un peu la fréquence. Voilà. Alors ça, en gros, c'est le principe de contrôle de cette expérience. Mais l'autre aspect qui est vraiment important dans ce système-là, enfin, dans cette performance-là, en général, ce qu'on veut faire, en fait, c'est mettre en scène des expériences, pas uniquement celle-là. Donc on en a d'autres qu'on montre pendant la version longue de la performance. Et on a travaillé sur d'autres aussi. Et donc l'idée, c'est que la partie vraiment centrale, c'est en fait ce système ici, qui est un système qui permet de faire des travelling, qu'on peut contrôler avec cette manette de PlayStation, qui permet en fait de bouger la caméra et d'avoir en fait un visuel plus cinématographique, d'avoir de la perspective, de la profondeur de champ, et de pouvoir vraiment donner du mouvement aussi par la caméra, un peu comme du cinéma contemplatif. Donc voilà, donc ça c'est un élément très important. Et là d'ailleurs on va vous montrer une autre expérience qu'on a faite. Alors celle-là, on ne la joue pas forcément beaucoup pendant les performances, parce que avec les films de savon c'est assez parfois ils peuvent s'éclater un peu sans qu'on sache trop pourquoi. Mais on a pu faire des vidéos avec ce système. Moi personnellement, ça me fait penser à l'Odyssée de l'espace. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont vu ce film. Donc voilà, ça c'était à peu près la partie, on va dire, scientifique et technique. Et on a pensé, quand ça vous ferait sûrement plaisir, de voir en fait un peu le making-of de cette expérience. Alors il y a eu évidemment beaucoup d'expérimentation, beaucoup de ratés, comme tous les projets, on va dire, expérimentaux. Donc c'est un projet qui a commencé, c'était à peu près quand tu as commencé, Baudouin, au MIT 2019, donc ça fait déjà quand même bientôt 4 ans. Donc Baudouin en fait a construit ce système de visualisation en partant d'un projet d'art. Et finalement, donc les choses se sont goupillées d'une certaine manière, et donc il a débarqué un beau jour donc à University of Chicago. Et puis donc la personne avec qui il travaillait, Heinrich Jäger, qui est professeur là-bas, est aussi un mordu d'art, donc c'est un professeur de physique. Mais donc du coup, Baudouin a été invité à travailler sur sa performance au laboratoire. Donc ça c'est quelque chose que, en tout cas moi j'avais jamais encore vu dans un laboratoire de physique. Et donc c'était très intéressant d'avoir quelqu'un qui développait donc ces visuels. Et de là, donc j'ai rejoint on va dire le collectif, comme on aime l'appeler, pour en fait amener aussi des nouvelles expériences, des nouvelles choses à filmer. Et donc là, ce que vous voyez, c'est le laboratoire, c'est un laboratoire de physique, donc à Chicago, on va dire de matière granulaire, physique de la matière molle. Et donc ça, c'est une de nos sessions où justement on faisait des essais sonores avec un musicien. Et donc vous pouvez voir ici des petits accessoires en fait. Donc là c'est une espèce de cloche, il y a un triangle, il y a une plaque, il y a des prises piezo, donc ça c'est un logiciel de musique. Et en fait on essayait vraiment d'expérimenter tout en projetant quelque chose donc en live, on va dire ici, d'interagir avec ce musicien. L'idée en fait c'est d'avoir cette espèce d'interaction spontanée où le visuel va inspirer le musicien.
Et donc il va jouer quelque chose, il va faire quelque chose, et nous on va essayer de répondre à ça. Donc c'est pour ça que l'aspect, on va dire, en temps réel est important, puisqu'on a vraiment envie d'avoir cet aspect un peu chorégraphique et d'interaction. Et donc voilà, ce genre de, on va dire, de session se terminait généralement à 1h du matin. Donc c'est quand il n'y a plus personne au labo, on peut éteindre les lumières et on peut commencer à faire des essais. Ça, c'est une photo d'une performance. Est-ce qu'il y avait des gens sur cette photo? Je ne suis pas sûre. Il y avait eu une performance donc, qui avait été faite dans le laboratoire même. C'était une répète, ça, je crois. Ça, c'est une répète. Et donc là, on voit deux musiciens, donc une personne qui est au xylophone et également une autre personne qui est plutôt aux instruments percussifs. Donc voilà, et ça c'était une autre performance qui a eu lieu donc, également à Chicago, mais cette fois dans un centre d'art contemporain, donc milieu différent, mais voilà, donc c'était donc ça c'est en 2020, voilà, donc ça devait être ou après la pandémie, j'imagine, tout début. Et voilà, et donc c'est aussi très important donc, de remercier tous ces musiciens professionnels qui ont collaboré avec nous et qui ont beaucoup contribué en fait à l'inspiration. Baudouin et moi, on est également musiciens, donc c'est vraiment un langage qui nous parle beaucoup. Et donc voilà, sans ces personnes-là, on n'aurait pas nécessairement développé ces visuels non plus de la manière dont on les a développés. Donc on voudrait aussi remercier nos sponsors. Et faire un peu de pub. Donc, comme l'a mentionné Baudouin, en fait, on est ici dans le cadre de l'ISEA 2023. Donc, c'est un symposium d'art électronique. Et donc, on est en train de développer donc, de nouveaux visuels en collaboration notamment avec un chercheur du PMMH à l'ESPCI, Étienne Reza. Et donc on va vous montrer une nouvelle expérience, donc qui est une vraie expérience qui a été réalisée donc, dans un laboratoire à l'ESPCI. Voilà, donc sur ce, on vous remercie et merci d'être resté jusqu'au bout malgré les retards.